L'ameublement français, c'est 350 adhérents, dont 150 qui travaillent dans le milieu du café, hôtel, restaurant, ce qu'on appelle le contract. Et notre préoccupation, c'est de monter effectivement des entretiens et des conversations pour éclairer un peu la route. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de brouillard, donc c'est plutôt d'imaginer des scénarios pour le futur. Et l'actualité fait qu'il était important de s'occuper aujourd'hui des restaurants. Et nous le faisons en partenariat avec nos amis de Bimedia et d'Équipe Hôtel. Bonjour Patrick. Patrick Join. Merci Bonjour. Merci de vous avoir avec nous. Dans l'actualité, bon, vous travaillez avec Alain Ducasse depuis très longtemps et on va parler beaucoup des restaurants. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, toute l'agence Join-Mancu est impactée, entre guillemets, par ce qui se passe, par le virus et la pandémie. J'imagine que ce soit dans les produits ou dans les espaces, non? Oui, tout à fait. On s'est tous mis en confinement, ce qui a entraîné bien sûr un déplacement des postes de travail dans les appartements et maisons des collaborateurs, qui ont tous des situations, on va dire, de famille différentes. Je pense que le plus difficile, c'était ceux qui avaient des jeunes enfants et qui devaient s'en occuper et travailler en même temps. Là, Ouais. c'était tous les métiers à la fois. C'était difficile. Euh, voilà, mais à part ça, il y a eu plein de choses aussi positives sur ce confinement. Et moi, j'ai apprécié égoïstement cette possibilité de dessiner un peu plus tranquillement à la maison. Donc voilà, Ouais, du pour et du contre. ouais, ouais. Et puis on a appris à se servir un petit peu d'outils un petit peu nouveaux pour nous, hein. À nous, Comment on, s'est 14 heures. passé le projet avec Alain Ducasse, le dossier, la présentation à Emmanuel Macron? Quel a été le cheminement et la genèse dans tout ça alors, en fait? En fait, au mois d'avril, Alain Ducasse, avec qui je collabore depuis de nombreuses années, m'a appelé tout simplement en me disant, Patrick, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, on connaissait mal le virus, mais il fallait faire quelque chose. Il n'y avait pas de directive sur le sujet. Et, et donc, Alain voulait simplement comprendre un petit peu ce qu'il fallait faire. Et comme on n'y connaissait strictement rien, comme d'habitude, on s'est mis dans une position de tester, de réfléchir, en choisissant un espace qui est complexe, qui est celui d'un petit bistrot, un bistrot comme on les aime, et d'essayer de voir comment on pourrait faire quelque chose. Donc au départ, on est parti de manière assez naïve en imaginant que la distanciation, la distance simplement serait une réponse et déjà de la mettre en œuvre dans le restaurant, dans ce petit bistrot, sans perdre trop de place, parce que c'est ça qui est crucial, bien sûr. Et puis, rapidement, on s'est dit, il faut appuyer notre démarche de test sur un aspect scientifique. Étant pas médecin, on a besoin de bien comprendre et on a donc écouté, discuté, lu des avis, conseils scientifiques et pour comprendre ce qu'on a tous petit à petit compris aussi, que le virus, il sort de la bouche de quelqu'un qui est malade, il se déplace dans l'air sous forme d'aérosol et que c'est donc aussi l'air qu'il faut traiter. Donc, on est dans une démarche de test, on n'a pas fini, on y est presque. Bien sûr qu'en disant cela, on comprend que traiter l'air, c'est un sujet qui est bien sûr plus complexe que simplement créer des barrières entre les gens. Malgré tout, on est lancé dans cette démarche qu'on pense faire de la manière la plus rigoureuse possible et continuer d'avoir l'avis, bien sûr, des scientifiques sur cette démarche. C'est Donc, un projet, c'est ouais. un projet, c'est une commande,
c'est un projet pour un volume, pour un restaurant. Est-ce applicable sur d'autres lieux? Je n'en sais rien. Et bien sûr, ça pose le résultat qu'on va obtenir à la fin pose problème aussi, pose question, Ouais. et on en est tout à fait conscient. Parce qu'Alain Ducasse, c'est 38 restaurants, 2 écoles, de la livraison à domicile maintenant. Donc, il a tout à revoir. Donc, l'idée, c'est de commencer par un test sur un établissement. Je ne sais pas si il aura l'intention d'aller aussi loin. On va dire, chaque restaurant est complexe. C'est un projet, enfin, c'est un problème en soi à traiter. Et voilà, d'abord, faisons ce test, regardons-le, étudions-le. Il faut aussi tester plein de choses qui sont comment on se déplace dans le restaurant, euh, avec ses paravents, comment on sert, comment on reçoit des clients, comment on les fait venir peut-être masqués, comment est-ce qu'ils ont réservé. Euh, Bernard vous parlera plus tard de, de, de la carte, et que c'est quoi la carte. Il y a plein d'éléments dans la vie dans un restaurant qu'on connaît tous par cœur. Et à chaque fois qu'il y a des possibilités de contact, il faut traiter. Je pense que ce qui est important, c'est pourquoi on a fait cette et d'autres font cette démarche, essayer de comprendre, c'est la sécurité des clients, la sécurité du personnel, pour obtenir la confiance des clients, de nous tous, et la confiance du personnel de venir travailler là et de venir manger là. Donc, il faut que cette confiance, elle soit pour de vrai. Et donc, voilà, on en est là pour l'instant à essayer de travailler sur la sécurité le mieux possible avec nos propres connaissances, notre point de départ, et voilà, pour établir une confiance qui soit solide. Et la présentation de la démarche design dans tout ça, Emmanuel Macron, était importante? Alors, je pense qu'il faut revenir en arrière. On va dire, cette volonté d'introduire du design de la part d'Alain Ducasse, c'est naturel, c'est toujours ce qu'il fait dans tous ses projets, et de le présenter, mais il y a plein d'autres idées qui ont été présentées au gouvernement. Et je pense que ça, c'était fait il y a bien longtemps maintenant, il y a plusieurs semaines, et depuis, la connaissance autour du virus s'est affermie pour nous tous. Et donc, ce qui a été imaginé, pensé il y a 4 semaines de ça, je pense que c'est dépassé. Et donc, voilà, depuis, on a beaucoup bossé. Ouais. Bernard, bonjour. Bonjour. Quel est l'écho que vous avez des clients, alors, des restaurateurs, des bistrotiers, entre guillemets, comment ils voient cette libération et la manière dont cela va se passer? Quel est l'écho qu'ils en ont? Est-ce qu'ils sont… la crise va être dure quand même pour eux, non? Alors, Patrick vient de le dire à l'instant, le temps ne s'écoule pas de la même façon, contrairement à ce qu'on avait appris. Et en ce moment, il peut s'écouler soit très lentement, soit très vite. Et il est évident qu'une analyse faite il y a 48 heures n'est plus forcément la même aujourd'hui, une analyse faite il y a 3 semaines. Donc, de façon très classique, d'abord, je rappelle que le groupe Fermob, à travers Fermob et Vlaminck, est présent sur 2 marchés, pour partie sur le marché du particulier et du retail, et puis sur le marché du contract. Et je parle évidemment là des activités Fermob et Vlaminck sur le contract, exclusivement, que nous avons vécu comme tous cet immense choc, avec des niveaux d'activité réduits de 80%, qui est générateur d'une immense inquiétude. Et puis, comme tous les responsables que nous sommes, quelle que soit la taille de nos entreprises, nous avons un devoir d'être déterminés. Le journaliste m'a dit, vous êtes optimiste. Je lui ai dit, on n'est pas optimiste, on est déterminé. On n'a pas le choix quand on est en responsabilité. Donc,
nous avons essayé de comprendre la situation, d'écouter nos clients, de les accompagner. Alors, de les accompagner avec notre casquette de fabricant, comme le rappelait Patrick, il n'est pas spécialiste de la médecine, nous non plus. Bon, dans notre précaré de fabricants, on a essayé de les accompagner. On a essayé de les accompagner dans un premier temps sur le plan moral. Et je me permets d'insister sur ce point parce que on est tous passés par ces inquiétudes avec des arrêts d'activité ou des moins 80 ou des moins 90%. Donc, sans rentrer dans le détail, on a monté des opérations dites de solidarité dont l'objectif n'était pas de faire du business, mais de se serrer les coudes et de se redonner un peu du tonus et du moral. Parce que sans morale, on ne peut pas avancer. On a quand même besoin de carburant. Le dynamisme et l'enthousiasme fait partie des carburants. Et puis ensuite, alors on vient d'avoir une immense chance parce que le Premier ministre nous a dit il y a deux choses, il y a l'intérieur et l'extérieur. Moi, vous le savez, je suis sur l'extérieur, donc aujourd'hui, je suis plutôt souriant, effectivement. Mais on a essayé d'accompagner à travers ce que nous sommes habituellement, nos caractéristiques, c'est-à-dire on n'a pas voulu se changer. Et dans ce que nous sommes, nous, on essaye, et vous le savez, d'amener une valeur ajoutée au design avec notre studio design ou des collaborations avec des designers externes, dont Patrick. Et puis, on essaye aussi, c'est une de nos caractéristiques, d'amener de la joie de vivre. Et je rebondis sur ce que disait Patrick à l'instant. Un élément déterminant aujourd'hui, on le sait, du point de vue des clients, et les clients de nos clients sont nos clients, hein, évidemment, la confiance, elle est indispensable. La confiance indispensable, notamment sur le plan sanitaire, on le sait tous, hein, les études, c'est le premier critère à 92%, à 91%, à 94%. Une confiance dans la sécurité sanitaire. Et donc, on va aborder ça avec modestie. Mais sur le deuxième plan, la joie de vivre. En fait, on veut être attentif au fait de remettre du plaisir dans les rituels d'accueil, malgré toutes les contraintes. Et ça, c'est en correspondance avec l'un des éléments de nos valeurs. Et puis, j'allais dire, le plaisir et l'esthétique ont toujours fait partie de la valeur ajoutée du design. Donc, je pense que dans cet auditoire, on partage ce point de vue. Voilà les points sur lesquels on a été attentif dans l'accompagnement de nos clients, et puis dans la déclinaison des produits ou des services qu'on a pu mettre sur le marché. Ça, c'est la réaction en ce moment, mais il ne faut pas oublier qu'on est au départ d'un très long chemin, hein, on le sait tous, et nos craintes, quand je dis dans l'accompagnement, il y a non seulement la rouverture, mais il faudra tenir dans la durée. On ne sait rien, c'est-à-dire on ne sait rien des réactions de nos clients, même si au début, depuis 24 heures, on peut avoir de l'enthousiasme, on ne sait rien de leur comportement, on ne sait rien des contraintes sanitaires que nous aurons peut-être la responsabilité, qu'elles soient réglementaires ou pas, de remettre en route. Donc peut-être que dans une semaine, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui ici apparaîtra totalement décalé, antique, parce qu'il y aura eu tel autre événement. Et donc, voilà, il faut à la fois être hyper réactif sur le court terme et puis se dire qu'à tout moment, tout peut changer, à horizon 3 mois, à horizon 6 mois, à horizon 1 an. C'est un exercice fatigant, mais exaltant. Patrick, en tant que designer, est-ce qu'il faut rentrer dans une première phase où, je ne veux pas exagérer, mais on va, pas caricaturer, mais en tout cas montrer effectivement dès le site internet, dès la réservation au restaurant et à l'arrivée, qu'on rassure, qu'on met le client en confiance, parce que le pire, ce serait un client qui serait déçu ou méfiant et qui ferait des commentaires terribles sur le net, quoi. Enfin, il faut, dans un premier temps, rassurer, quoi. Je pense que on fait face à quelque chose qui est invisible. Ouais. Et donc, c'est pas facile. Et donc, la seule manière de montrer que, le virus est toujours là, c'est d'avoir des signes visibles, comme quoi on lutte contre lui. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut. Donc, le fait que le personnel, et je pense que c'est ce qui va devenir la règle, et je m'en réjouis, porte des masques,
est déjà un signe ostentatoire qui nous rappelle à chaque seconde, à chaque instant, que le virus est là, même s'il est invisible. Et je pense qu'on a besoin de graphisme, de signalétique. Quand on va arriver, on doit se laver les mains. Tous ces gestes-là, eh bien, il faut appuyer, et donc, comme tu le dis, être parfois un peu caricatural, un peu lourd, mais je pense que, plus on est efficace maintenant, mieux c'est pour tout le monde, moins de temps ça dure. Et tout simplement, il faut qu'on ancre tous ces gestes. C'est difficile. Je ne sais pas si vous l'avez vécu d'ores et déjà, mais de passer une journée de réunion avec un masque, c'est pas facile. C'est pas facile, on n'est pas habitué à ça. Et pourtant, c'est efficace. Et donc, ben voilà, il va falloir aider, accompagner et les clients et le personnel et tout le monde à adopter ces gestes. Et tu es plutôt marquage au sol, cloisonnement, distance, enlever une table sur deux dans les petits espaces, comment Alors, il faut que je reste tout à fait humble et vous compreniez que je ne suis pas le spécialiste du Covid. Ça fait juste un mois que je bosse là-dessus et donc voilà, j'ai juste fait un travail sur ce projet de restaurant. Donc d'après ce que j'ai compris, d'après ce que les scientifiques que j'ai écoutés m'ont dit, ce lieu confiné et cette distanciation ne me semble peut-être pas suffisante. Mais voilà, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Le plexi à tout prix, tu n'es pas forcément fan non plus, mais… disons qu'on comprend bien que si on reste un instant court, le fait d'être protégé est efficace. Si on reste de manière plus longue, à ce moment-là, il faut un dispositif un peu plus important. Voilà. Béatrice? Oui, bonjour à tous. Petite question là qui me vient à l'esprit en vous écoutant. Alors, par vos différents métiers, alors l'un et l'autre, hein, que ce soit au niveau de l'architecture, du design, designer ou même Bernard en tant que fabricant, vous avez l'habitude tous les jours d'analyser et de résoudre des problèmes liés à des projets, enfin liés au projet d'aménagement d'espace. Vous réfléchissez, j'imagine, continuellement aux questions d'usage, qui tournent autour de l'usage. On voit qu'aujourd'hui, on a deux problématiques principales. Une première problématique qui tourne autour du sanitaire, effectivement, assurer que les clients seront en sécurité quand ils visiteront les hôtels ou les restaurants. De l'autre côté, on voit aussi que on ne souhaite pas forcément aseptiser complètement les espaces, la décoration. Quel est le retour que vous avez? Parce que j'imagine que vous êtes des interlocuteurs préférentiels aussi pour les hôteliers, les restaurateurs, pour discuter de tous ces sujets-là, puisque c'est votre quotidien hein, d'analyse et de résolution de ce type de problèmes. Quels sont leurs premiers besoins, qu'est-ce qui vous véhicule en premier, au-delà de cette dynamique sanitaire, le côté, j'imagine qu'ils veulent quand même garder un certain esprit dans leur lieu de vie, dans leur lieu d'accueil. Donc, comment ils arrivent à conjuguer ces deux dynamiques et quels sont les besoins qui vous remontent? Alors, si je peux commencer sur ce sujet, en fait, je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique de la part de tous les interlocuteurs. Et finalement, c'est un peu comme d'habitude. Il y a des partis pris de réponse. Comme le rappelait Patrick, il faut être très humble. Personne ne peut prétendre avoir raison et tout. Donc, moi, je le disais, nous, on a un parti pris qui est de dire donner confiance avec la notion de plaisir. Peut-être que d'autres types d'établissements veulent donner confiance avec
une technologie entre guillemets plus visible. Donc, la réponse que nous apportons ne correspond pas forcément à tout le monde. Alors, nous, on a eu des demandes en étant à l'écoute de nos clients. Très concrètement, dans le domaine de l'hôtellerie, on nous a dit qu'il faut réhabiliter les balcons. Pourquoi? Parce que supposer que les consommateurs, même si tout s'améliore, ont une certaine crainte des espaces ouverts qui signifie qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Donc, le balcon, élément souvent négligé, même s'il existe dans beaucoup d'hôtels, il faut nous le réhabiliter. Donc, vous, spécialistes du mobilier d'extérieur, faites-nous des propositions qui aillent un peu au-delà du dialogue qu'on a eu jusqu'à maintenant, où on n'attachait pas une immense importance au balcon. Voilà, un premier exemple. L'autre exemple, côté restauration, on nous a dit, nous souhaitant limiter les déplacements de notre personnel et tout, et souhaitant aussi pouvoir avoir plus de modularité, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Et du coup, on réhabilite un des produits le plus banal dans toute notre gamme, qui est une petite table pliante qui fait 37 cm par 57 cm, qui présente l'intérêt de très mobile et qui peut servir de dessert, qui est mise à l'avant avec des produits qu'on ne touche plus de la journée. Voilà, alors ça, c'est né de l'écoute, ça n'a pas de prétention universelle, et évidemment que cette dernière solution que j'évoque n'a pas forcément sa place dans un restaurant gastronomique 3 étoiles qui a d'autres solutions. Donc, je peux donner ces quelques éléments concrets. On est allé avec des groupes d'hôtels plus loin dans la démarche, jusqu'à faire des billets de prescription génériques. On en a fait un sans trahir de secret avec le groupe Accor, qui va être diffusé, qui est en train d'être diffusé un peu partout dans le monde entier, par rapport à des questions précises, en disant voilà les réponses que l'on peut amener. Mais voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le besoin exprimé il y a 3 semaines n'est peut-être plus le même aujourd'hui et ne sera plus le même demain. Donc, comme on le disait tous, agilité et humilité en permanence. Ouais. Et pour les terrasses, vous jouez à la fois la carte de plus de distance entre les tables et en même temps des éléments de séparation? Alors, on a toujours eu, notamment à travers Vlaminck, des séparateurs qui faisaient partie des éléments standards de chez nous. Donc, oui, nous continuons à les avoir, mais y compris avec des séparateurs pour nous, pour les bains de soleil, les piscines. C'est partie de nos standards. Donc, je dirais, on les avait déjà. Très franchement, on ne s'est pas mis en révolution en disant qu'il faut en proposer de tous les côtés. D'abord parce que j'ai une certaine perplexité qui en partie rejoint celle de Patrick, mais aussi, enfin même sur le plan esthétique et tout. Alors oui, on a une proposition qu'on a modifiée et revue sur les hauteurs certains de nos produits. Et puis, je donne un autre exemple. On avait dans notre gamme des séparateurs en inox. Sur un usage plus éphémère, il est hors question d'aller faire payer de l'inox pour un usage qui pourrait être limité. Donc, on a une version un peu plus low cost. Mais pour rejoindre la question de Béatrice, on essaie aussi de raisonner plus en approche projet sur des lieux. Nous avons été associés avec un certain nombre de partenaires de l'hôtellerie sur les définitions la redéfinition de lieux de vie. Il y a la modularité qui est importante sur les terrasses, mais aussi les lieux de vie. Et même à l'extérieur, transformer des espaces d'accueil en lieux de vie autonomes qui peuvent accueillir des enfants et des adultes, c'est-à-dire une famille à un moment, une famille de 7 personnes qui veut être entre elles, j'allais dire. Voilà, donc on est plus dans une problématique de projet et du coup avec les lieux adaptés. Et puis on a eu une approche radicalement tout à fait autre et qui est issue qui avait démarré chez nous avant l'histoire qui est en termes de services et qui concerne ce qu'on va présenter dès lundi prochain, mais je vous en fais l'annonce exclusive aujourd'hui, qui est ce qu'on a appelé le Welcome Smart Service, qui est en fait une dématérialisation totale de tous les documents papier à disposition du client d'un hôtel ou d'un restaurant, et je dirais le tout sans
sans contrainte, c'est-à-dire c'est compatible avec tout type de support et c'est un outil clé en main. Partant du principe, c'est un des éléments de support des virus et microbes. La démarche avait démarré avant le Covid, pour être franc, et voilà, bon, bah, il se trouve que on l'a accéléré pour pouvoir la présenter aujourd'hui, et elle génère du coup évidemment une écoute beaucoup plus importante. Max? Oui, bonjour à tous. Patrick, je sais que tu dessines sur le design produit quasiment tous des produits pour chaque projet, donc tu fais du sur-mesure. Je voulais savoir en général, et dans le cas particulier, la collaboration avec un Inducas ou le client, est-ce que c'est un facteur important de réussite du projet justement sur le design produit? Et à quel moment vous intégrez les industriels dans votre réflexion? Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup faire que chaque lieu, surtout des lieux de restauration, soient des lieux uniques, parce que j'ai la chance de travailler pour des très grands chefs et qui poussent cette démarche-là. On pousse la porte et voilà, on a quelque chose qu'on n'a jamais vu et qu'on ne reverra jamais ailleurs, qui va laisser quelque part dans le cerveau une belle image, un beau souvenir. En gros, on design des souvenirs, en fait. Et voilà, et pour avoir cette émotion, bah, il faut que je ne l'ai jamais vue. Et donc, j'aime beaucoup voilà, dessiner des choses uniques. C'est un peu une folie, je dois le dire, parce que mettre au point un fauteuil qu'on va fabriquer à 50 exemplaires, c'est un truc de dingue que je fais tout le temps. Mais bon, je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà, c'est à moi d'assumer ma manière de faire les projets. Alors, de temps en temps, quand même, je mets des produits que j'ai dessinés et qui sont industrialisés aussi. Je fais des mix avec. Mais voilà, je pense que j'ai un ego démesuré et, et voilà, et j'aime faire des projets où j'ai tout maîtrisé. Donc, voilà, il faut que j'ai fait le sol, le mur, le plafond, les fauteuils, tout, la lumière. Et à ce moment-là, je comprends à peu près ce que j'ai fait et je pense que je maîtrise l'émotion que va pouvoir ressentir quelqu'un qui pousse la porte en rentrant. Voilà, parce que tout compte en fait. C'est une chorégraphie un ensemble entre la manière dont on est reçu, la lumière, l'ambiance, la musique, tout ça, c'est tout un ensemble. Et donc, on peut tout changer avec simplement en changeant un tout petit peu une note sur quelque chose. Et ça y est, c'est autre chose le projet. Et donc, voilà, je veux tout maîtriser. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau, l'actualité va changer le regard que tu as sur les matériaux? Tu veux dire ce qu'on vit actuellement avec le Covid? Ouais. Alors, depuis toujours, personnellement, moi, non. Parce qu'on on a toujours fait très attention à l'usage, à l'usure, à la nettoyabilité de ce qu'on dessine. Parce que je sais très bien que si ceux qui travaillent dans le restaurant souffrent, c'est mal fichu. Ils vont pas peut-être bien s'en occuper si j'ai fait des fauteuils trop lourds, si j'ai pas bien dessiné les choses pour qu'on puisse facilement les nettoyer, eh bien à la fin les choses elles s'abîment par l'usage en général. Et donc le fait d'avoir souvent essayé de bien penser les choses pour qu'elles puissent facilement se nettoyer, se réparer, fait que souvent c'est plutôt pas mal pour le Covid. Et on essaie aussi d'utiliser peu de matériaux. On est assez serré sur les matériaux qu'on utilise et on utilise au maximum des matériaux de qualité. Donc des matériaux qui vont plutôt se patiner que s'user. Et souvent, ceux-là, ils ont plutôt fait dans l'histoire de l'humanité. C'est tout simple, hein,
On les connaît par cœur, du verre, du bois, du marbre, de l'acier. Ils ont fait leurs preuves, on les connaît bien, et voilà, on sait qu'ils se patinent. Alors, il y a des matériaux extraordinaires aussi, hein, de nouvelles technologies qui sont incroyables, et bien sûr, on les utilise aussi. Mais voilà, le choix de la matière est crucial dans le design, dans le geste, dans le dessin, mais il est aussi crucial dans le futur du produit. Et ça, c'est l'image 5 ans après, quand ça fait 5 ans que tous les jours on utilise l'espace, qu'il est soumis à rude épreuve, c'est là où on voit s'il a été bien ou pas bien designé. Et je ne parle pas de dessiner, mais de designer, de conçu. Parce que dans le réflexe qu'on peut avoir par esprit sanitaire, on va avoir envie de privilégier du laqué blanc, effectivement Ouais. de la tôle inox, enfin des produits très, voilà, très sanitaires. Oui, Donc adieu au on bois, a parlé adieu à beaucoup de plastique. plastique. On a parlé de plexi. Alors c'est vrai que là, c'est ambivalent. Autant un hôpital, par exemple, ne fonctionnerait pas sans les matières plastiques. Et même si on les regarde parfois en disant aïe, on pollue, on fait n'importe quoi avec ces matières, et pourtant, ben, voilà, on serait juste pas vivant hein, sans les matières plastiques dans un hôpital. Mais ce sont des matières qui s'usent très facilement, et tout ce qui se passe actuellement sur le fait de faire des séparations avec des matières qui sont facilement rayables, qu'il faut nettoyer constamment, parce que ça c'est très important. Avec le virus, il faut être très rigoureux sur le nettoyage. Et là, on voit que ça ne va pas marcher longtemps. Et donc là, on est en train de faire des choses pour l'instant, mais qu'on va jeter assez rapidement. Donc, ça pose problème parce que en même temps, on doit avoir une démarche RSE qui doit être impeccable. Maintenant, on est plus, on sait qu'il faut qu'on fasse attention. Et en même temps, il faut qu'on agisse vite. Donc, on a des choix à faire. Il faut sous-peser tous nos choix, en fait. Donc, moi, pour l'instant, j'ai privilégié, en utilisant du plastique le plus fin possible. Le plus fin possible. Du cristal de fleuriste, c'est ça? Oui, on a utilisé ça. Et puis, du mylar aussi, très très fin, assez solide, qui est assez robuste. C'est ce qu'on utilise pour faire des planches à voile, des planches à voile transparentes. Et là, ça c'est ultra raide, ultra solide. Et ça, je sais qu'il est fin, et donc je jette pas beaucoup de matière, et ça va durer très longtemps. Je pense que ça va durer le temps complet du Covid. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit voilà, astucieux, on va dire responsable avec tous nos choix. Souvent, ils sont mauvais, mais il faut essayer de prendre le moins mauvais. François? Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, je vous pose la question du groupe Bimédia, qui est partenaire de ce webinaire, avec Intramuros, avec Architecture Créée, avec le Courrier du Meuble et de l'Habitat. Alors, ma question est plutôt pour Bernard Rébier, mais bon, si Patrick Join veut dire un petit mot aussi. Comment les designers et architectes d'intérieur peuvent-ils répondre aux attentes de la restauration, à la fois pendant la période de crise et pour accompagner les changements à plus long terme? Il n'y avait pas une question plus simple, parce que c'est ardu comme question. Vous pouvez la découper en morceaux. Non, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a une attitude? Est-ce qu'il y a une disponibilité peut-être aujourd'hui des designers ou des architectes d'intérieur pour justement répondre aux attentes des restaurateurs? Qu'est-ce qu'il leur faut aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'il faille changer d'attitude. Et au contraire, c'est peut-être l'occasion, dans ces périodes perturbées, de s'interroger sur l'essence de son travail et quelque part retour aux sources. C'est vrai que la tentation pourrait être de dire j'ai des contraintes court terme et je me jette dessus.
Et effectivement, on met du séparateur en plexiglas dans tous les restaurants de France, hein, où on parle derrière l'hygiaphone. Fin de l'histoire. Sauf que si on fait ça partout, il n'y aura plus personne dans les restaurants parce que l'essence même aura disparu. Alors, l'essence, c'est quoi? Patrick l'a déjà dit, c'est que, en fait, moi, je ne suis pas un fabricant de meubles. Patrick n'est pas un designer ou un décorateur. Un tel n'est pas un aménageur. En fait, c'est pas vrai. Nous, on est des générateurs. On contribue à générer des émotions, il a utilisé le mot, et qui sont au service de quoi? Du plaisir. Du plaisir de l'accueil, du plaisir de la conversation, du plaisir de l'assiette. Tout ce qu'on fait, j'allais dire, ponctuellement, intrinsèquement, que mes ouvriers me pardonnent, mais il y a une chaise en soi n'a qu'un intérêt très très limité, hein, et n'a d'utilité que dans tout ce concept. Et du coup, je comprends le point de vue de Patrick qui dit, moi, j'aime bien quand je fais tout, parce que c'est cette cohérence de l'émotion qui est essentielle entre le lieu où on est bien ou le lieu où on n'est pas bien. Donc, il faut bien s'interroger. Nous ne sommes que des contributeurs à cette émotion globale au service d'un plaisir multiple. C'est ça l'essentiel. Et finalement, le rôle du designer, de l'architecte d'intérieur n'est pas remis en cause par rapport à ça. Et puis, alors, là encore, il se trouve qu'on se connaît avec Patrick depuis bientôt un quart de siècle, donc on utilise les mêmes mots. Mais pour moi, un bon designer est un designer qui prend en compte l'usage. J'ai écrit dans l'entrée de mon entreprise, l'art est une question. Je suis moi-même un amateur d'art, pas tellement éclairé, je le reconnais. Le design doit être une réponse. On a une obligation de réponse à un usage et on ne peut pas être, de mon point de vue, un bon designer si on n'est pas un observateur implacable dans les moindres détails. Et voilà, c'est une sorte de devoir sur ces réponses. Et à mon avis, si on reste cohérent avec ces points de vue, ben, bien entendu, on a la capacité à évoluer parce que, je le redis, quels vont être les usages de demain? Aucun de nous ne peut faire des affirmations. Quand on dit le consommateur, l'utilisateur des restaurants va rechercher de la confiance, bon, c'est du déclaratif d'aujourd'hui, c'est même un déclaratif de sondage. Qu'en sera-t-il franchement dans 2 mois? Moi, je n'en ai aucune idée. Et même sur mon propre comportement, est-ce que je continuerai à saluer mes amis de loin ou est-ce que je leur serrerai à nouveau la main? Je ne suis pas capable de le prédire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de continuer à observer cette évolution et de ne pas oublier donc pas l'obligation, parce qu'on fait tout ce métier avec plaisir et pas par obligation, mais à la fois notre source et puis j'allais dire la mer dans laquelle on veut se jeter, l'aboutissement, nous contribuons à créer, enfin tous par morceaux, à créer des émotions. Alors bien sûr qu'in fine, elles sont au service d'un business, bien sûr qu'elles sont au service, aucun de nous n'aurait la fatuité de nier ça. Mais voilà, donc moi je ne suis pas persuadé que les designers et architectes d'intérieur doivent se remettre en cause. Ils doivent voilà, profiter de cette occasion pour se questionner et se dire au final, voilà, si je me réinterroge sur la source de mon métier, je continue à le faire bien. Et je redis, le seul piège serait d'être la victime du court terme. Et en général, on aime bien travailler avec des designers ou des architectes d'intérieur par leur capacité à faire le pas de côté ou à prendre un peu de hauteur. C'est ce que quelqu'un, quand il s'adresse à un designer ou un architecte d'intérieur, c'est ce qu'il veut, un autre regard. Donc, mesdames et messieurs les architectes d'intérieur, mesdames et messieurs les designers, continuez à avoir votre regard de côté, continuez à contribuer aux côtés de nos humbles produits, à être des créateurs d'émotions. Et je me permets de repiquer à Patrick avec ce mot de cohérence qui m'est cher aussi. On sait tous, même si on n'a pas les mots pour le dire, on sait reconnaître un lieu qui est cohérent dans tous ses aspects d'un lieu incohérent. Il y a ce petit quelque chose qui nous dérange.
Donc finalement, et puis globalement, puisque je voulais ajouter, moi, un designer qui est observateur a justement plus que d'autres la capacité à saisir un peu en pilote des modifications de comportement. Un designer, c'est un sociologue, hein. Il ne le sait pas, mais c'est un éminent sociologue, de mon point de vue. Bernard, Réponse sans doute incomplète à une question très embêtante. Fermob est très présent à l'international et quelque part représente aussi un peu un esprit français et Patrick également. Les réactions des pays étrangers sont identiques à la France par rapport à la manière de rouvrir, à la manière de recommencer effectivement cette nouvelle période? Non. Ah oui? Non, alors, sur l'hôtellerie, je ne sais pas, mais de manière générale, nous avons ressenti chez nous des attitudes très différentes entre France et étrangers. Il y a eu à l'étranger beaucoup moins d'abattements qu'en France. Je dois dire que sur le mois d'avril, dans nos entrées de commande, même sur des pays à situation identique, il y a eu beaucoup plus de pugnacité et je ne sais pas par quel mystère expliquer ça, mais de dynamisme, où la part export au mois d'avril a explosé par rapport à d'habitude. L'export nous a permis de continuer à travailler et à ce stade, moi, je n'ai pas assez de recul pour dire pourquoi et je n'ose pas me lancer dans j'allais dire de grandes suppositions, mais la prise en main de son destin individuel me semblait beaucoup plus présente dans beaucoup de pays étrangers qu'en France. Voilà, une des choses merveilleuses, c'est que nous avons un État que je continue à trouver remarquablement organisé, excusez-moi si d'autres ne sont pas d'accord, et qui a globalement quand même fait de très belles choses dans cette période délicate, alors que d'autres pays sont peut-être moins en attente du support et de l'organisation de l'État. Je ne fais pas de comparatif entre les systèmes, chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais moi je dois dire objectivement qu'on a eu un ressenti différent. Voilà. C'est une différence, il n'y a pas de jugement de valeur. Patrick, même constat par rapport à tes clients étrangers? Alors, deux choses. Premièrement, les différentes manières de réagir par rapport à la pandémie, au virus, au confinement, bien sûr, sont culturelles et chacun, on voit bien que les aspérités, la manière dont les cultures sont faites, et ça change tout. Et on voit souvent le résultat à la fin aussi, malheureusement, à l'hôpital. On a vu au Japon un travail du traitement. Je reviens juste au tout début de mon intervention sur le traitement de l'air, où le gouvernement japonais donne des subventions aux restaurants qui vont améliorer leur dispositif d'aération. C'est assez pragmatique de leur part. Est-ce qu'il faut mieux, on va dire, verser des subsides pour payer l'équipe ou est-ce qu'il faut améliorer le système d'aération? C'est deux politiques complètement différentes. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Voilà, mais en tout cas, ils ont directement fait ça. Ensuite, nous, bien sûr, on travaille dans le monde entier. Je pense que ça doit être presque les 3/4 de l'activité de l'agence. Elle est à l'étranger et elle est beaucoup en Asie. Donc, comme ils ont été les premiers touchés, ils ont été les premiers à nous appeler pour qu'on continue à faire des projets. Et voilà, hier, j'ai signé un joli projet à Shanghai. J'en ai un autre à Hong Kong qui arrive. Et c'est vrai que je n'y attendais pas aussi rapidement.
de leur part, mais ils sont repartis, pour moi, très, très, très fort. Donc, voilà. En tout cas, bon, c'est ma petite lorgnette, hein, donc je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde. Mais en tout cas, j'étais bien content d'être une agence avec, on va dire, des clients qui sont dans le monde entier. Oui. Samia, est-ce que nous avons des questions? Oui, alors nous avons plusieurs questions. Alors, c'est la première, alors c'est deux questions que je vais mettre en une qui s'adresse plutôt à Patrick Jean sur du design produit. Quel est votre avis sur que pensez-vous des cloches en plexiglas qui peuvent exister en ce moment et être mises en place sur différents restaurants? Et votre retour sur les brumisateurs ou ventilateurs dans la mesure où justement là, il y a les températures estivales, notamment pour ce week-end. Quel est votre avis, votre ressenti par rapport à ces produits qui l'étaient auparavant mis en place pour les brumisateurs et qui le sont de plus en plus en ce qui concerne les cloches en plexiglas? Je me disais bien que j'allais avoir cette question sur les cloches. Aïe. Bon, je suis désolé, c'est mon avis, hein. J'espère que le designer ne le prendra pas mal. Mais donc pour moi, c'est un peu si on reprend le problème au départ, qui est simplement de l'air qui supporte en suspension des particules de Covid. On comprend bien que l'air, il va se déplacer partout. Donc, si on reste 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures dans un espace confiné, on comprend tout à fait que cet air va voyager absolument partout. Donc, cette cloche ne va pas nous protéger. Ensuite, on va respirer nous-mêmes, peut-être projeter des particules sur cette cloche en plexi qu'il va falloir nettoyer. Et ça, c'est un gros boulot pour les équipes de nettoyer ces cloches qu'on va rayer assez rapidement. Ensuite, il y aura un petit choc thermique, je l'imagine, à vérifier. Je pense il faut faire des tests. Je pense que des tests sont sûrement en cours. En tout cas, j'émettrai un petit doute sur un lieu qui est climatisé et donc à vérifier quand c'est climatisé. Donc, on a un air à 20 degrés, 19 degrés, et puis on respire, nous, à 36 degrés. Quand ça sort de là, c'est à 30 degrés, là. Donc, un choc thermique, donc de la buée, qui peut être assez désagréable dans le lieu. Après, en termes de service, c'est pas évident aussi pour les serveurs. On sait bien qu'un restaurant, ça vit avec le fait qu'on puisse facilement bouger les tables un petit peu partout. On avait réservé à 2, on arrive à 4. Clac, il faut bouger les choses. Et donc, tout ce qui est accroché au plafond va venir gêner cette possibilité-là. Donc, voilà, j'ai des doutes, tout simplement. Et après, il y avait une autre question, c'était sur les brumisateurs et tout ce qui est ventilateur qui sont disponibles actuellement dans beaucoup de restaurants, dans les terrasses. Donc, on a bien compris que ça, c'était très mauvais. On comprend bien que ce qui est mauvais, c'est de recycler de l'air, de la réinjecter, de la brasser, de la réinjecter. Ça, c'est pas top. Donc, tous ceux qui vendent des brumisateurs ou des appareils qui vont aspirer l'air et confiner de virus et rejeter de l'air propre, je pense qu'ils n'ont pas vu ce qu'il faut pour faire la même chose dans une salle d'opération. La machinerie que c'est. Donc, vous y croyez dans la salle d'opération, mais quand vous voyez la taille de la machine, vous y croyez. Je pense que quand vous voyez le petit appareil de 50 cm de haut, il ne faut pas y croire. C'est juste, à mon avis, c'est un mensonge. En tout cas, voilà, je ne suis pas médecin, mais j'y crois pas. Et après, le brumisateur, ça, je ne saurais pas vous dire. Aucune idée.
D'accord. Le brumisateur, il me semble, en fait, c'est exclusivement une projection d'eau. Alors après, tout dépend de la qualité d'eau du circuit, mais bon, je ne connais pas grand-chose. Samia? D'accord. Autre question, alors plus globale, qui concerne les architectes et designers, sur le rôle qu'ils ont à jouer sur le produire et consommer local. Concrètement, peuvent-ils imposer aux fabricants de convertir leur production ou leur positionnement? Comment ils pourraient relocaliser une production de chaises en bois, par exemple, en France, plutôt que dans d'autres pays? Donc, quel est leur rôle dans ce cadre-là? Et si je peux faire une remarque sur la question, quand on dit imposer aux fabricants, ça laissera entendre que par définition, le fabricant n'est pas responsable. J'ai ici, il y a sans doute dans l'auditoire des fabricants, par définition, les fabricants sont responsables. Et pour parler de l'entreprise représentée ici et que je connais à travers Max, c'est une entreprise qui est responsable. On a nos contraintes, mais on sait aussi prendre nos responsabilités. C'est juste pour voilà, mais ça n'enlève pas l'intérêt de la question et bien entendu ça va bien au-delà. Donc moi je travaille avec des fabricants dans le monde entier. Et donc voilà, avec un Italien, avec des Chinois, avec donc la question, bien sûr, elle touche le cœur de chaque designer. Chaque designer français, chaque designer italien, je suis sûr, a à cœur que l'industrie de son pays soit vivante. Parce que pour un designer, c'est un immense plaisir de pousser les portes d'une usine qui tourne, qui a investi, qui a des belles machines, qui fabrique ici. Et je me rappelle visiter avec Bernard la magnifique chaîne de peinture époxy, la plus rapide du monde, et pour changer les couleurs. Mais c'est vrai, je veux dire, donc pour un designer, c'est très important. Et donc, on va bien sûr pas imposer quoi que ce soit, mais en tout cas, quand il y a un succès, eh bien, c'est sûr, c'est chouette de réussir à le voir se faire devant nous et que tous nos savoir-faire ne disparaissent pas comme ça. Alors, voilà, c'est un coût. En même temps, on est tellement habitué à payer pas cher des choses qui sont fabriquées loin. Est-ce qu'on est prêt à payer des produits un peu plus chers fabriqués ici? Donc, c'est là. Il ne faut pas qu'il y ait d'hypocrisie entre notre volonté de tout faire fabriquer ici et puis notre volonté de ne pas le payer. Donc voilà, ça c'est pas facile de trouver le juste milieu. Alors c'est vrai que les technologies actuelles, les machines actuelles permettent de nouveau de réinvestir certaines matières, comme vous parliez du bois, et donc de réussir à refabriquer peut-être des pièces en bois un peu complexes qu'on ne pouvait plus se permettre, plus se payer avant. Et on peut imaginer que ça va petit à petit revenir. Et que c'est, à un moment donné, c'est intelligent de le faire, en tout cas de l'étudier. Moi, je vois bien les fabricants français qui s'équipent. Et quand ils s'équipent et qu'ils investissent, ils tiennent des coûts qui sont mieux.
Donc voilà, il y a de l'espoir, mais voilà, on discute. Là, dans ce webinaire, vous avez les 2 industriels français. Il n'y en a pas 36. J'aimerais bien qu'il y en ait 36. Il n'y en a pas 36. Et voilà. vous écoute. Et vous écoute. Alors, il faut que je tienne vis-à-vis de vos équipes un engagement, celui de l'horaire. Je voulais vous remercier pour ce moment. On va garder des éventuelles questions s'il y en a qui se posaient. On va souhaiter à tous les restaurateurs de trouver effectivement le chemin de la croissance, parce que c'est pour eux important de retrouver cette activité. On est bien sûr à leur disposition avec tous nos industriels et nos agenceurs. Nous ferons le point avec Jean-Michel Villemotte et Guy Savoie de leur vision aussi de l'ouverture des restaurants au prochain webinaire. Bernard, Patrick, merci beaucoup. Merci. Vous êtes des partenaires riches. À très bientôt. Merci à mes compères. Et puis à bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.